Bonjour Hilaire, et tout d'abord je voudrais vous remercier de me donner la parole et vous dire combien nous apprécions et toute la diaspora entière apprécie la somme de travail que vous abattez pour la sauvegarde et la promotion de notre identité culturelle sur la place française et même européenne. Alors, s'agissant de notre père, le regretté Sa Majesté Jisse, chef du village Ndifep, ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il a succédé à son père en 1953. Et qu'à Bazou, le grand-père de l'actuel monarque, est décédé aussi en 1953. C'est donc vous dire qu'il a accompagné le père de l'actuel monarque dans tout son règne, de 1953 jusqu'à son décès. C'est donc vous dire qu'avec lui, Bazou perd un de ses fils, un de ses serviteurs, un de ses monuments. Ce n'est même pas pour rien qu'il a été placé en Difep. À l'époque, le village Bazou avait la limite sur la rivière Nkoufi. C'est la rivière Nkoufi qui nous séparait des Bacons. Et donc, s'il était placé dans ce village de Ndifep, c'est parce que le monarque Tchakounte avait énormément confiance en lui. Et c'est pour cela qu'il l'a placé sur le point stratégique que nous appelons Ndifem, qui fait en même temps la limite avec les villages Bacon et Balengou. Voilà. Il a en plus accompagné, comme j'ai dit, le monarque Kemajou Daniel dans son règne de 1953 jusqu'à son décès. Ça veut donc dire qu'il fait partie des chefs traditionnels à Bazou qui ont accompagné le village Bazou de son statut de groupement au statut d'arrondissement. Voilà. D'accord. Alors, pourriez-vous nous dire un tout petit peu ce qu'il représentait, n'est-ce pas, pour le village de Bazou? Alors, il fait partie, c'est même pas qu'il fait partie, le chef du FEP, que ce soit Sa Majesté Ndjanda, qui est décédé et dont on parle, comme son successeur, il fait automatiquement partie des 9 notables à Bazou. C'est déjà ça qu'il faut retenir. Et donc, ces 9 notables, il n'est point question ici de vous expliquer ce que c'est que les 9 notables. C'est la confrérie qui, avec le chef, prend les grandes décisions. Ce sont en fait les 9 notables qui dirigent le village, évidemment sous la supervision de Sa Majesté le chef supérieur. Il a toujours été ainsi, il en a été ainsi pour lui, d'autant que avant qu'il ne décède, il faisait partie encore de quelques rares survivants qui ont connu le règne de Kemajou Daniel, tout le règne de Kemajou Daniel. Et je dis encore, j'insiste dessus, parce que Kemajou Daniel, en 1959, avec les troubles sociopolitiques, va être contraint à l'exil. Et ce sont donc des personnalités comme Sa Majesté Ndjanda, dont le chef du peuple dont parlons ici, qui, avec les mains que faisait et bien d'autres chefs, ont maintenu Bazou à flot. Et que jusqu'à ce que l'actuel monarque ne prenne le pouvoir, Bazou n'a pas connu de subversion, n'a pas connu de sécession, parce que pendant les 24 ans d'exil du roi Kemajou, ce sont eux qui ont porté à bout de bras le village Bazou. D'accord. Vous qui l'aviez sûrement côtoyé de près comme de loin, auriez-vous un souvenir que vous gardez personnellement de ce personnage? D'abord, le souvenir que je peux garder de lui est le souvenir des funérailles de son père. Quand il vient à la succession en 1953, nous étions encore enfants. Donc nous l'avons vu arriver au trône. Ce qui nous a beaucoup frappé, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, Bazou pleurait 2 monarques. Le chef supérieur Nana en 1953 et le père donc de Sa Majesté Ndjanda. Et donc il est arrivé au trône donc à la succession de son père en 1953. Je garde encore de lui le souvenir d'un véritable patriarche qui aimait énormément son village, puisqu'en compagnie de mon père, ils ont toujours travaillé ensemble, d'autant que nos 2 villages ne sont séparés que par la rivière Bazou, par la rivière Nkofi. Et donc, ils ont tout le temps constitué, par leur concertation, par leur travail d'équipe, la force essentielle de Bazou durant l'absence de Sa Majesté Kemajou Daniel, qui pour des raisons de politique et tout ça avait été contraint à l'exil. Donc je l'ai comme ça vu travailler avec mon père pendant toutes les années d'exil de Sa Majesté, le chef Kemajou Daniel.
Alors, d'entrée, vous nous faites part du fait que ce fut un patriarche, ce fut un chef de village d'Ipfep. Alors, d'abord, vous nous situer d'Ipfep par rapport à Bazo et nous décrire, n'est-ce pas, les liens qu'avait ce patriarche avec la chefferie de Bazo? Bon, alors, pour la situation de Ndifep, c'est un quartier du nord-est de Bazo, dont les limites nord, c'est avec le village Balengou et Bakon, le village Bonjo à l'est et le village Nganguion au sud. Ndifep, en même temps, est le premier village Bazou qu'arrose la rivière Kofi. Kofi, c'est une rivière, c'est un nom plein de symboles à Bazou. Et je vais encore plus loin pour les enfants d'Undé qui vont écouter cette interview. La rivière Kofi est la rivière qui prend sa source au sud-est de Balengou, qui va baigner le village Bazou à l'est en passant par Ndifep, comme je disais, qui va devenir Menonzi dans le sud et plus loin va prendre l'appellation d'Undé, qui est donc la rivière qui a donné son nom au département d'Undé. Et donc, voilà la situation, la position du quartier Ndifep. Maintenant, ces liens avec la chefferie Bazou. Je vous ai dit, ou je ne l'ai pas encore dit, qu'il faisait partie des 9 notables de la chefferie et que ce sont eux qui prennent les grandes décisions avec le chef. Il a été encore plus que membre des 9 notables, parce que le fait que par lui, on pouvait donc faire le lien entre la chefferie Nana, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de l'actuel monarque, et la chefferie actuelle. Il était devenu comme une espèce de bibliothèque, comme une espèce de repère. L'autre point essentiel, c'est que pour avoir accompagné Bazou, qui est sorti de son statut de groupement à arrondissement, parce que quand je te dis groupement, c'est que Bazou est passé par groupement pour devenir district, après chef d'arrondissement, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est donc avec les chefs Mchisse que Bazou n'a, tout en se développement comme il a développé, a gardé son côté traditionnel de manière ineffable, de manière immuable. Et je vous ai encore dit que Bazou, qui est composé de 63 villages, a gardé son unité jusqu'au jour d'aujourd'hui, grâce aux gens comme les chefs Mchisse. Alors, princesse, par rapport au défunt, le patriarche et chef du village Ndipfep Tuisseux, auriez-vous quelques mots à l'endroit de ce patriarche ou souhaiteriez-vous demander au chef de communauté qui est présent quelques mots par rapport à cet illustre personnage? Bonjour Hilaire. Avant de poser la question à notre papa Ntchanga, je remercie d'abord le Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis d'être là. Parce que sans lui, ni vous ni moi, on ne serait pas chez le chef de la communauté d'Europe en ce moment. Et concernant le patriarche Nendjanda Jacques du village Ndifep à Bazou, je remercie en même temps le chef de la communauté qui m'a souvent parlé de ce patriarche qui est en même temps mon papa, parce que ce monsieur, c'est plusieurs personnes en un pour moi. Il a été ma référence, l'homme de référence, l'homme que j'ai toujours cherché dans la vie sans trouver. Et honorable Ntchanga l'a côtoyé dans sa jeunesse et il m'a souvent parlé de mon papa et ça m'a toujours impressionné. Dans le passé, on disait que chaque fois qu'un ancien s'en va, c'est une bibliothèque qu'on perd. On a la chance aujourd'hui de vous avoir, Hilaire, pour nous garder des archives de notre histoire, pour conserver notre histoire. Et on a aussi la chance d'avoir un porteur de messages de tradition ici en Europe, qui est la personne de Fréquent Ntchanga Samuel. Merci papa de nous avoir reçus ici ce matin. Tout le plaisir est pour moi.
Tu m'as toujours parlé de papa Njanda Jacques quand tu étais jeune à Bazou. J'ai plusieurs versions de son histoire, de l'histoire de mon grand-père, qui est ce Tchakounte qui était son papa, qui est mort au même moment que le chef Nana. Et il y a une reine. Si ce n'est pas la même reine, tu vas me rectifier parce que j'ai envie aussi de savoir cette histoire pour pouvoir mieux raconter à mes enfants que voilà nos liens dans la chefferie Bazou. Il y a une des reines mères bazouaises, une des reines mères de la chefferie supérieure Bazou, où c'est le chef Nkuissi lui-même, parce que je ne sais pas combien de chefs il y a eu à Ndifep. Le tout premier chef d'Ndifep venait de la chefferie supérieure Bazou, et je ne sais pas si ces informations-là, vous les avez pour pouvoir le faire connaître ce matin, avant que je vous réponde, avant que je continue mes questions, s'il vous plaît. Alors, la reine-mère dont tu parles, ma fille, c'est Mafouecha. Peut-être faut-il revenir ici sur les monarques qui se sont succédés sur le trône Bazou jusqu'au monarque actuel. Il faut savoir que le fondateur de la dynastie Bazou s'appelle Tchipo, qu'il vient de Bangou, que les Bazou appellent Niep, et qu'en Medjuma nous appelons Numa. Quand il s'installe à Bazou, on ne va même plus revenir sur les conditions par lesquelles il a pris le trône à Bazou. Tout le monde nous connaissons tous comment est-ce qu'il est arrivé au trône. Toujours est-il qu'après lui, nous avons Tchindio. Après Tchindio, quand on dit Nchibou le premier, sa mère s'appelait Manchibou. Deuxième, Tchindio, sa mère s'appelait aussi Manchindio. Après, vous avez Ndjochang, Nchichang et Tchakounte Ier, qui sont les fils de Mafouecha. Et donc, ce Mafouecha, quand elle arrive à Bazou, quand elle devient épouse, donc, du chef Tchindio, puisque Mafouecha est la femme du chef Tchindio, elle vient avec son cousin, et son frère, pardon, qui est Tchakounte. Et donc, cette maman va donc accoucher, trois de ses enfants vont parvenir au trône. Ce sont donc Chichang, Ndjochang et Tchakounte Ier. Cette illustre mère est donc parentée avec le père Tchakounte. Donc, quand le dernier Tchakounte, le premier Tchakounte, pardon, Tchakounte Ier, qui est donc le troisième fils, puisque Chichang va succéder, après il y aura Chichang, et maintenant Tchakounte Ier. Quand, après Tchakounte Ier, il va y avoir Sungang, qui est décédé, qui s'est noyé en Kofi. Quand il parvient au trône, en ce temps, la limite de Bazou s'arrête en Kofi. Tout ça. C'est en ce temps qu'il confie le village, le territoire de Ndifep à son cousin Ndifep. Voilà comment s'installe le quartier Ndifep là-bas. Et donc je voudrais encore confirmer ici qu'effectivement, papa, donc le grand-père, c'est-à-dire ton grand-père, est donc parenté avec Mafouecha. Aujourd'hui, à Bazou encore, nous avons le quartier Femdji, qu'on appelle Femdji Mafouecha. Parce qu'il y a deux Femdji. Vous avez Femdji Mbunchi Tukcha, qui est après Ndjouma là-bas, et le vrai Femdji, là où était la chefferie avant, qui est le Femdji Mafouecha. Voilà. Et le Femdji Mafouecha, aujourd'hui, le chef traditionnel qui est à la tête de ce village, c'est celui qu'on appelle Foyongmo. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, il vient donc de Mafouecha. Ok, papa. Je vais continuer. Oui. Vous avez côtoyé mon grand-père, vous le connaissez?
je voudrais savoir, vous avez connu le père de mon père? Tchakounté. Et Papa Tchakounté. oui, le chef Tchakounté. Qu'on appelait alors Mbo Tchako. Oui. Et vous pouvez me parler un peu de mon grand-père, papa? Comme je l'ai dit tout à l'heure, de fait même qu'il était parenté avec le chef, il était en même temps son homme de confiance. Voilà pourquoi sur le quartier Ndifep, j'ai répété ici qu'on l'a installé là-bas par stratégie. Parce qu'à l'époque, la rivière d'Nkofi était la limite de Bazou. Donc c'est quand le chef l'installe là-bas en même temps que le chef de quartier Tounsa, que nous appelons Djambunzu, qui est le quartier qui limite le vôtre c'est-à-dire après votre quartier, vous descendez vers le sud, après Ndifep, vous avez Tounsa. Djambunzu aussi est un prince, comme Feu Tchakounto, dont ton grand-père était aussi un prince. Voilà pourquoi on l'a installé là-bas. Ce sont des hommes de confiance qui devaient faire comme matérialiser les limites de Bazou par rapport au Bakon et au Balengu. Le chef Sunga n'a pas mis n'importe qui là-bas. Il a mis les têtes, c'est-à-dire comment j'appelle ça, ces hommes de confiance. Donc la limite de Bazou à l'époque, c'était Ndifep là, qui tombait sur Nkofi, Nzambunzu qui tombait sur Nkofi. Ce sont tous ces villages que baigne Nkofi quand cette rivière rentre à Bazou. Et après ça, vous avez encore Tinanda, avant que la rivière Nkofi devienne Menonzi. Voilà. Et qu'à la jonction d'Nkofi et de la rivière Nkwachu, il y a un grand sanctuaire là-bas que tu ne dois pas oublier en tant que Bazou, qu'on appelle Tungulu. Oui. Voilà, donc je dis encore une fois que le père Tchakounté n'a pas été placé là-bas par hasard. Et que même à son décès, lorsque le père Ndjanda, puisque c'est de lui qu'on parle, Ndjanda Maurice qui va donc Ndjanda Jacques pardon, qui va succéder en 53, cette relation de confiance va encore demeurer, puisqu'il demeure membre des 9 notables, puisque ce sont eux, avec les Menkep Feuze et bien d'autres, les gens comme les Menkep Ndjandou, Menkep Ndjandjo, les Feuchabou et consorts, vont tenir Bazou, maintenir Bazou et sauvegarder son unité pendant l'exil du chef Bazou, le chef Kemajou. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres mots pour décrire sa position, son statut d'homme de confiance du chef Bazou. Pas seulement du chef Nana, du chef Tchakounté, du chef Nana, du chef Kemajou et aujourd'hui du chef Choua Kemajou Vincent. Ils ont toujours travaillé ensemble. Même lorsque, pendant mes derniers séjours, j'ai été à Bazou, le chef Tchisse, que nous appelons simplement Feu Ndifep, il a toujours été de la confrérie la plus rapprochée qui travaille avec le chef Bazou. Merci papa. Là maintenant, ça c'est ce que tu nous as beaucoup apporté là, qu'on va vers la chefferie supérieure Bazou. Je vais revenir sur la chefferie Ndifep elle-même. Vous m'avez parlé entre nos discussions des ânes. Il y avait des ânes à Bazou ou des chevaux? C'est-à-dire que le chef Ndifep justement est le seul chef traditionnel ou chef de quartier, chef de village à Bazou, qui avait les bœufs par rapport à tout, c'est-à-dire sur tout le village. Il n'y avait que lui et le chef Bazou qui avaient ce que nous appelons les hommes, les vaches, hein, appelons ça ainsi. Les vaches. Voilà, ce sont les vaches. Oui, c'est vrai qu'il était le seul notable à les avoir, en plus du chef Bazou, bien sûr. Oui, c'est une certitude. Et je vais même te raconter, comment je vais vous dire ça, c'est une anecdote qui m'a beaucoup amusé à l'époque, donc ça m'amuse encore aujourd'hui, c'est-à-dire quand on était à l'école officielle de Bazou, et que ces vaches, parce qu'on les laissait, ils allaient, et il y avait même certains musulmans, les gens du Nord, qui étaient venus à Bazou spécialement pour s'occuper des vaches. Alors ils s'occupaient des vaches du chef Bazou et des vaches du chef Ndifep. Alors, un jour, on arrive à l'école, mais ces vaches étaient de sortie et ils ont mis des crottes partout. Elles ont mis des crottes partout. Eh bien, on a le chef qui était, pardon, l'instituteur de l'école qui était M. Ndunda.
qui n'était pas Bazou, qui était de l'Est. Alors, il a trouvé une raison assez réductrice pour dire que bon, ce ne sont pas tous les élèves qui vont ramasser les crottes qui sont tombées, ce sont les crottes des grands notables. Les grands, donc, alors, du coup, c'était tous les fils du chef, tous les fils du chef, tous les enfants du quartier du FEP, pas seulement les fils du chef du FEP, oui. Tout ça, et les chefs et les fils de Mankafouzou, vous allez ramasser tout ça. C'est nous qui sommes allés nous farcir cette responsabilité-là. C'était un truc qui m'a marqué. Bon, tout ça pour confirmer qu'effectivement, après le chef, c'était le seul à avoir les vaches à Bazou. Une fois de plus, merci honorable Fréquent Tchanga de vous donner tout ce temps pour nous ce matin. Je reviens toujours sur le départ de Sa Majesté Chem Tuisse du village d'Ifap à Bazou. Je me rappelle très bien, papa, en 2005, tu étais à Bazou lorsque papa est parti. Papa Tuisse est parti. Et après son départ, il y a eu beaucoup de problèmes dans la famille. Tu te souviens que c'est un chef qui avait beaucoup de femmes et qui a laissé aussi beaucoup d'enfants. Comment cela est-il possible qu'après son départ, les enfants sont dispersés parce que le trône apparemment a été détourné? Peux-tu me dire quelque chose sur la succession de Chem Tuisse, s'il vous plaît? Eh bien, c'est une question assez délicate. Pour ce qui me concerne, je ne peux que me limiter à ce que nous appelons le principe de succession d'un chef de 3e degré. Ça ne date pas d'aujourd'hui les problèmes de succession dans les chefferies. Les plus illustres chefferies, comme les chefferies Banjoun, on connaît jusqu'à aujourd'hui. L'administration a essayé, et je crois que ce n'était pas une mauvaise chose, de faire en sorte que les chefs de leur vivant désignent celui qui pourrait être leur successeur.